Merci pour l'invitation, merci à vous d'être présent. Donc le propos du jour était effectivement un croisement de mes centres d'intérêt, puisque l'objectif n'est pas de faire de la philosophie politique de manière désincarnée, de réfléchir en termes de modèles théoriques, mais plutôt d'essayer d'utiliser des outils politiques et économiques pour proposer une analyse des discours politiques que l'on entend dans le contexte post-crise de 2008. Alors, 2008, je dirais même le couple d'années 2007-2008 est un couple d'années assez intéressant, puisque pour ce qui nous occupe des tensions entre les complémentarités potentielles entre les critiques socialistes et les critiques écologiques, puisque 2007, symboliquement, c'est l'obtention du prix Nobel pour le GIEC et pour Al Gore, mais c'est également le début, les premiers frémissements de la crise des subprimes qui va éclater l'année suivante. Et donc, c'est un basculement parce que je dirais que dans le début des années 2000, particulièrement donc autour de 2005, 2006, 2007, la critique qui semblait la plus influente du capitalisme était la critique d'inspiration écologique, une critique qui est en phase de mainstreamisation, et le prix Nobel est peut-être le symbole de cette mainstreamisation. Donc je dirais que les élites, Al Gore représentant quand même assez bien une forme d'élite de pouvoir, était en train de s'approprier le discours écologique qui sortait strictement de la société civile, ce qui n'était pas sans faire un certain nombre de tensions au sein du monde écologique, puisque on va voir apparaître de plus en plus à partir de cette année-là une tension entre les partisans d'un développement durable et ceux, j'y reviendrai, qui critiquent l'idée même de développement durable comme étant contradictoire et appellent plutôt à une forme de décroissance, d'objection de croissance, des discours qui considèrent qu'il n'y a pas de compromis possible entre un modèle de croissance en tout cas, et le respect des contraintes environnementales. Alors dans un premier temps, 2007-2008, c'est aussi une forme de moment où on a l'impression qu'il peut y avoir une complémentarité entre cette critique écologique et la réponse à la crise, puisque dans un premier temps émergent des discours qui sont relativement favorables à l'idée de plan de relance qui pourrait justement être nourri par la transition écologique. Des expressions comme Green Deal apparaissent, faisant référence au New Deal de Roosevelt, mais là le plan de réinvestissement public porterait justement sur des politiques de transition. Mais très rapidement, et en tout cas en Europe, je dirais particulièrement à partir des problèmes grecs, l'idée de plan de relance passe à l'arrière-plan, la crise s'installe de manière plus durable et une fois que les États se sont réappropriés, entre guillemets, le fardeau à travers la recapitalisation des banques, l'attention devient de plus en plus portée sur les déficits publics et sur la mise en place de politiques plus classiques dans le contexte des 30 dernières années d'austérité. Je pense que c'est un contexte qui n'est pas sans éveiller certains échos, si j'ai bien compris, au Québec actuellement. Et donc, s'il y avait eu dans un premier temps l'espoir peut-être que la critique écologique nourrisse une réponse à la crise, très vite, les enjeux écologiques sont plutôt passés à l'arrière-plan et aujourd'hui paraissent être des problèmes de luxe face à la nécessité de retrouver la croissance, à la nécessité de relancer l'économie et de répondre aux inégalités provoquées par la crise financière. Ce qui apparaît comme étant la critique, je dirais, la plus dynamique est une critique portée plutôt par des partis qui se situent, comme on dit en Europe, à gauche de la gauche, c'est-à-dire des partis qui sont à gauche de la gauche traditionnelle, des partis de gauche au pouvoir de manière alternée mais récurrente dans les pays européens depuis 20 ou 30 ans. Mais surtout des partis de gauche, je dirais, qui sont des partis qui se sont convertis à partir de la fin des années 90, qui se sont convertis des années 90, je fais la tradition simultanée, qui se sont convertis quand même au contexte de la mondialisation et un impératif de compétitivité. Alors, celui qui incarne le mieux cette conversion des partis socialistes en ce qu'on pourrait appeler des partis libéraux de gauche, c'est Tony Blair, c'est Anthony Giddens derrière lui, c'est le programme de la troisième voie. Clinton, à bien des égards, dans le contexte américain, avait déjà ouvert cette voie-là, mais la théorisation la plus fine est certainement celle de Blair et Giddens, et puis Schroeder qui s'inscrit dans sa suite. Alors, ces partis
se caractérisent par le fait qu'ils acceptent les contraintes de la financiarisation, qu'ils acceptent le contexte de la mondialisation et ont comme objectif donc d'adapter les intuitions de la social-démocratie au contexte du XXIe siècle. Mais ce faisant, en fait, ils sont en rupture assez radicale avec la base même de ce qu'est une pensée sociale et même socialiste et même social-démocrate. C'est plutôt une réappropriation d'un discours de type libéral. Ça s'illustre d'ailleurs aussi par un désintérêt pour les questions de droits individuels qui peut s'incarner aussi sur des problèmes de société. Je pense aux droits des homosexuels, par exemple, qui était également très facilement porté par ces mouvements. Mais sur le plan économique, il y a une forme de réappropriation de l'idée du principe de différence d'une manière que Rawls sans doute reconnaîtrait très peu, mais qui vient en quelque sorte légitimer ce qu'on a appelé la théorie du ruissellement, hein, de la trickle-down economy, et donc l'idée que il faut dynamiser l'économie et notamment faire des cadeaux fiscaux aux capitaux et aux revenus les plus importants afin de stimuler l'économie, d'assurer les investissements de la société et que d'abord ça crée de l'emploi qui assure donc une meilleure situation pour les classes sociales les plus défavorisées, mais donc ça fasse tourner l'économie. Mais donc dans un contexte de mondialisation, de financiarisation importante, de mobilité très importante des capitaux, la gauche apparaît en quelque sorte comme étant une gauche contrainte en tout cas dans ses objectifs de renforcement des projets sociaux. Et en fait, on va avoir une ambiguïté, je dirais, dans les partis de gauche entre ceux qui ont vécu ce tournant, cette troisième voie comme étant quelque chose de positif, on va le retrouver un peu plus tard dans l'exposé, qui ont considéré que la transformation du modèle social rendu nécessaire par cette compétitivité est quelque chose de positif, parce que le modèle hérité de l'État-providence est un modèle qui pose non seulement des problèmes de soutenabilité budgétaire, mais également des problèmes d'équité. Je dirais que ça c'est vraiment Schröder, c'est peut-être Blair, mais à côté de ça, il y a un certain nombre d'autres partis qui ne vont pas faire le tournant de manière aussi claire, mais qui, lorsqu'ils sont en position de gouvernement, sont obligés quand même de faire des réformes qui vont dans le même sens, mais eux vont plutôt le présenter comme étant des mal nécessaires. Je suis contraint par le contexte économique, je ne le vis pas positivement, je serre les dents éventuellement pour déstructurer le moins possible mon État-providence, mais de défaite en défaite ou de concession en concession, c'est quand même des partis qui mènent une politique relativement similaire aux partis de la troisième voie, seule la rhétorique change. Je dirais que ce contraste apparaît dans le contexte belge très clair entre le parti socialiste flamand et le parti socialiste francophone. Le parti socialiste flamand était dominé au début des années 2000 par Frank van den Broek, qui était à la fois un ministre et un homme politique flamand de grande expérience, mais également quelqu'un qui avait été faire, dans une période un peu plus creuse de sa vie politique, un doctorat je ne sais plus si c'était à l'ESI ou Oxford, mais en tout cas dans ces milieux-là, et qui est vraiment celui qui a porté dans le contexte belge la théorisation de la troisième voie. Tandis que le Parti socialiste francophone, lui, n'a jamais porté clairement cette mutation, mais la politique qu'il a menée chaque fois qu'il était au pouvoir restait une politique relativement similaire, mais présentée chaque fois comme étant un mal nécessaire. D'ailleurs, maintenant qu'il est dans l'opposition, ce parti retrouve une rhétorique directement beaucoup plus classiquement socialiste et beaucoup plus dure par rapport au type de politique que lui-même a mené. Repositionnement du Parti socialiste francophone qui s'explique notamment justement par l'apparition d'un parti à sa gauche, le Parti travailliste belge, un parti ex-communiste, qui en fait qui porte un discours qui est banalement socialiste à bien des égards, au sens vraiment classique du terme, qui avait complètement disparu de la situation, mais donc qui fleure je ne sais pas, peut-être les années 60, mais un programme massif de renationalisation, par exemple, de fiscalité sur la fortune. Voilà, un discours peu original, si on a une perspective historique de quelques années, mais très originale si on resitue dans le contexte politique plutôt des 10, 15, 20 dernières années. Alors, à côté de cette apparition de nouveaux partis politiques, on a aussi vu dans
dans ce contexte de la crise, apparaître un champ de parole plus ouvert pour des économistes qui étaient plutôt positionnés comme étant non orthodoxes, hétérodoxes, qui ont trouvé également du coup une audience médiatique, une mobilisation, et un collectif qui, moi, m'a paru particulièrement intéressant dans le paysage francophone, c'est le collectif des économistes atterrés, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui a proposé quand même depuis la crise toute une série, pratiquement chaque année un nouvel ouvrage d'analyse du contexte politique, de propositions de politique publique. Alors aujourd'hui sort un nouveau manifeste des économistes atterrés, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, enfin, j'ai vu ça hier, donc je ne parlerai pas de ce nouveau manifeste fatalement, mais je m'appuierai quand même assez fort sur leurs ouvrages précédents. Et ce qui est particulièrement intéressant dans un de leurs ouvrages, qui est de mémoire le second, celui qui suit le manifeste initiateur qui avait lancé le mouvement avec les économistes de base, et qui avait eu un écho assez important, c'est qu'il y a manifestement une croissance assez importante autour des fondateurs d'un groupe plus large, mais du coup, ce qui a conduit à une pluralité de critiques au sein de ce groupe-là, avec des tensions qui apparaissaient. Donc, dans l'introduction de cet ouvrage collectif qui s'appelle « Changer l'économie », ils disent qu'ils ne sont pas d'accord sur tout, et en particulier, ils ne sont pas d'accord sur un point. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est sur la question de la croissance. Mais la question de la croissance, c'est justement ce qui va mettre en tension la critique socialiste et la critique écologique particulièrement, puisqu'on va avoir à la fois des discours qui vont plaider dans une lignée relativement classique de politique keynésienne, de contrôle de la financiarisation, avec une dimension quand même de transition économique. Donc ils vont dire, grâce à la transition économique, on va pouvoir relancer la croissance, retrouver une croissance à la fois soutenable d'un point de vue environnemental, mais quand même forte, et en tout cas présentée comme étant suffisamment forte pour préserver l'État-providence. Et de l'autre côté, on aura un certain nombre d'auteurs qui participent à ce même collectif, mais qui vont contester l'idée que la transition écologique soit compatible avec le retour de la croissance. Par contre, ils ne diront rien, et c'est une des questions qui va justement attirer mon attention, ils ne diront rien sur les réformes sociales que cela implique. Donc, la question qui naît pour moi dès lors, c'est de savoir si c'est soutenable d'avoir dans un contexte de croissance faible, de transition écologique, de conserver un modèle social hérité des Trente Glorieuses, hérité de la croissance forte de l'après-guerre. Ou si au contraire, à partir du moment où on prend au sérieux la contrainte écologique, ne faudrait-il pas avoir un discours peut-être de renoncement à la croissance? Alors, parlons d'objecteurs de croissance, et si tel est le cas, quelles sont les implications sur le modèle social qui en découle? Alors un mot sur le cadre théorique qui est implicitement présent, ou que j'essaye d'édifier, mais dont finalement je ne parlerai que très peu aujourd'hui, mais quand même simplement pour mettre en évidence comment j'essaie de construire mon propos. Donc comme je l'ai dit en introduction, ce que j'essaye de faire, c'est de l'analyse normative des discours politiques. Et cette analyse normative, elle est questionnée à partir essentiellement d'une question de cohérence et de soutenabilité des formes d'organisation sociale, économique et politique qui sont portées par ces discours. Qu'est-ce que ces discours dessinent comme vision de la société, comme modèle de société, comme organisation de l'économie, si on les prend au sérieux? Et les prendre au sérieux, c'est entendre ce discours comme étant des discours qui auraient des ambitions réformistes, qui auraient des ambitions d'arriver au pouvoir et de mettre en œuvre les politiques publiques. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui n'est pas toujours réellement leur propos. Il y a pas mal de discours critiques, notamment chez ceux qui remettent en question la croissance, qui sont des discours qui se veulent justement des discours de coup de poing où la décroissance est présentée par exemple par Serge Latouche, c'est un de ses principaux conceptualisateurs, comme étant un mot obus, c'est-à-dire un mot qu'il ne faut justement pas prendre comme au premier degré, mais comme un mot qui a comme objectif de fracasser les cadres en place. Donc il n'a pas comme objectif d'être un discours réellement alternatif, susceptible d'être pris tel quel au sérieux et de l'appliquer, mais qui veut justement casser les cadres établis et ouvrir des champs de possibles. Ici,
peut-être parfois à l'encontre de certains des discours. Moi, je me place, des formations professionnelles peut-être, de mon travail d'expert politique, je me place du point de vue justement du décideur, de celui qui essayerait de s'inspirer des discours politiques qui sont en place et de mettre en place ces politiques publiques. Alors, je suis essentiellement, mon propos s'ancre essentiellement dans le contexte européen, mais une des choses qui m'intéresse, c'est de voir comment ça résonne justement dans un contexte comme le vôtre. Alors cette analyse normative, cette question de la cohérence, elle se construit sur un cadre théorique assez fortement inspiré de la théorie de la régulation. Ce sont des auteurs comme Boyer, Aglietta ou Lippiès, par exemple. Mais ce que je retiens d'eux, c'est essentiellement l'idée que tout système économique se caractérise par une cohérence entre un certain nombre de dynamiques qui ont chacune leur logique propre, mais qui interagissent aussi. Et donc, ce qui implique d'avoir des outils, un cadre, une cohérence entre la manière dont ces dynamiques évoluent, leur propre dynamisme donc, et les interactions entre elles. Ce cadre a un double intérêt. Il évite d'évaluer les politiques publiques dans un champ de spécialisation trop étroit, puisque de se demander quel est le modèle fiscal idéal, sans s'intéresser sur, OK, mais si on refait cette réforme fiscale-là, qu'est-ce que ça implique, par exemple, comme adaptation nécessaire au niveau international, comme adaptation nécessaire en termes de politique sociale, par exemple, ou sur le mode la conception de la consommation. Donc c'est une volonté à la fois d'avoir toujours une approche holistique, j'ai envie de dire, ou cohérentisme dynamique des politiques publiques, mettant en évidence que justement le discours qui souvent est peut-être pertinent, paraît pertinent dans son champ d'analyse, pose des problèmes de mise en cohérence avec les autres dynamiques à l'œuvre. Mais un des points également sur lequel là j'essaie de me distancier de la théorie classique de la régulation qui est d'inspiration marxiste et dès lors analyse les rapports sociaux essentiellement à travers le conflit entre travail et capital, c'est que j'essaie de développer un cadre qui prend au sérieux l'idée que nous avons une diversité de rôles sociaux et dès lors qu'à côté du conflit entre travail et capital, qui est un conflit en principe entre groupes externes, nous avons aussi à gérer en général des conflits schizophréniques, internes, entre la diversité de nos rôles et de notre position sociale. Nous sommes à la fois des travailleurs, parfois fortement qualifiés, parfois peu, mais nous sommes aussi des consommateurs, des actionnaires, des contribuables, etc. Et qu'un des enjeux importants, c'est de savoir comment on va équilibrer, on va trouver nos propres équilibres internes. Et c'est d'ailleurs en général ça qui permet de résoudre le conflit entre groupes, entre classes sociales, puisque par exemple, comment résoudre le problème entre travail et capital? Eh bien, si on regarde sur les 100 dernières années, c'est passé essentiellement par privilégier le consommateur sur le travailleur. Donc, en demandant à chacun d'entre nous de se concevoir d'abord comme un consommateur, d'accepter une détérioration de ses conditions en tant que travailleur parce que ça améliorait ses conditions en tant que travailleur, on a pu essayer de trouver une certaine forme d'alignement sur l'axe travail-capital. C'est classique dans la période fordiste des 30 Glorieuses, où le travailleur a accepté un certain nombre de réformes. Donc le travail à la chaîne est l'exemple par excellence qui implique une détérioration de sa qualité de vie, mais grâce aux gains de productivité, a été transformé en hausse de salaire qui donnait accès à la consommation de masse. Je ne sais pas, je suppose que c'est sans doute des modèles que vous connaissez, mais c'est quelque part exactement le même compromis qui persiste dans la période néolibérale par rapport à la mondialisation, qui est quelque chose qui fragilise terriblement le travailleur des pays occidentaux, par la pression, par la délocalisation, par la perte de travail, la raréfication de l'emploi industriel notamment, mais qui est très très favorable pour le consommateur puisque garantit l'accès à des biens de consommation à très bas prix. Et donc c'est ce type d'équilibre qui caractérise la manière dont les cohérences s'inscrivent dans nos différentes dynamiques. Alors les dynamiques, il y en a 5, elles correspondent assez bien à celles de la théorie de la régulation, sauf que je rajoute une dynamique environnementale qui est absente dans le cadre classique de la théorie de la régulation, et que je sors de ce que la théorie de la régulation appelle les formes institutionnelles et qui correspond à mes 5 dynamiques. J'essaie d'isoler aussi ce qui est plutôt qu'une dynamique, ce que j'appelle une force de régulation, c'est-à-dire
des pouvoirs qui permettent d'assurer les mises en cohérence et de maintenir les mises en cohérence entre ces dynamiques qui évoluent selon leur logique propre, mais qui restent en interaction, qui fait qu'il pouvait y avoir une cohérence en un temps donné, mais étant donné les évolutions de dynamique propres à chacun des systèmes, cette mise en cohérence n'est jamais garantie. Alors, parmi celles-ci, donc le marché des institutions politiques, la nature, mais également un élément justement crucial qui est la culture, ce qu'on pourrait appeler l'esprit du capitalisme, par exemple, pour le dire à la Weber, et qui est justement peut-être un des lieux où se définit l'équilibre entre nos rôles sociaux. Est-ce que c'est le cadre culturel qui va déterminer comment on arbitre, les modes d'arbitrage potentiels entre les rôles sociaux. En fait, c'est la culture qui détermine essentiellement les préférences personnelles. Hein. Donc, si vous regardez une théorie classique du consommateur, c'est toute la construction de cette boîte noire dans les théories économiques classiques ou néoclassiques, qu'est la formation des préférences des consommateurs, qui est un enjeu essentiellement culturel, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qui, avec tout, enfin, on y reviendra si je m'étends là-dessus, ça va sortir, mais avec tous les enjeux de construction par le marché lui-même de cette dimension culturelle à travers les outils classiques de marketing et autres. Donc, j'en viens au cœur de l'exposé et à la confrontation de le discours, pour commencer, le discours plutôt qui s'axe sur une critique classique, d'une réponse social-démocrate classique à la crise, qui renvoie à l'idée de retrouver d'une certaine nostalgie des Trente Glorieuses, d'une certaine nostalgie des politiques keynésiennes, qui considèrent que la réponse essentielle à la crise ne se trouve certainement pas dans des politiques d'austérité, mais au contraire passe par des politiques de relance. En fait, très schématiquement, quelle est la logique sous-jacente à ces deux types de réponses possibles à la crise? Donc, une politique d'austérité part de l'idée qu'il faut d'abord retrouver l'équilibre budgétaire et parallèlement ou complémentairement renforcer la compétitivité, ce qui signifie que le retour de l'équilibre budgétaire va se faire essentiellement à travers des baisses de dépenses et pas à travers des hausses de taxes, puisque si vous avez une hausse de taxes, ça va jouer sur votre compétitivité. Donc c'est cette combinaison d'un conservatisme budgétaire et d'un néolibéralisme, enfin de politique de coupe de dépenses publiques qui doit restaurer la confiance des investisseurs qui, espérons-le, est supposé conduire au retour de la croissance. Le raisonnement, en fait, est totalement inverse dans la logique keynésienne du plan de relance, parce qu'au contraire, ce sont les investissements publics qui vont assurer que la demande publique va se substituer à la demande privée et maintenir une croissance qui va assurer une hausse des recettes et là l'équilibre budgétaire devient la conséquence alors qu'elle était la prémisse dans la logique de la politique d'austérité. Alors, ces investissements publics, c'est essentiellement un Green Deal, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est supposé assurer le retour de la croissance pour faire face au contexte de dépression économique. Alors ce Green Deal, l'idée c'est essentiellement investir dans les énergies renouvelables, c'est investir dans l'efficience énergétique, pensons à un plan massif d'isolation des bâtiments, investir par exemple dans les transports publics, mais c'est aussi en général souvent tout ce qui est service aux personnes, secteur de l'éducation, de la santé, tout ce qu'on peut appeler parfois le tiers secteur, le secteur associatif, que ce soit certains vu les services étant pris par des services publics, parfois par ce qu'en Belgique on appelle l'associatif, du privé, mais non secteur non marchand, non profit, je ne sais pas comment vous le caractérisez, communautaire chez vous. Voilà. C'est l'idée. Mais le problème, c'est que dans le cadre classique d'un plan de relance, le retour de la croissance se fait. Il y a d'abord un effet de court terme qui est simplement l'effet demande, hein, à partir du moment où l'investissement public est là, on crée de l'emploi et donc on crée du pouvoir d'achat qui va lui-même recréer de l'emploi, etc., avec l'idée d'un multiplicateur. Ça marche
très bien dans une économie relativement fermée. Dans une économie ouverte, le problème c'est qu'on a tendance à financer les importations. C'était le cas par exemple de l'échec du plan Mitterrand en 1981, du premier gouvernement. Il a essayé une politique de relance relativement classique, ce qui a conduit à un déficit important de la balance commerciale parce que justement, l'idée même du plan de relance par la demande, c'est que vous allez créer de l'emploi et de l'activité chez vous. Si ce que vous faites, c'est financer des importations, le retour sur investissement que devait générer la relance ne fonctionne pas. Pour qu'un plan de relance fonctionne, il faut que les investissements, dans un contexte d'économie ouverte, il faut que les investissements soient des investissements rentables. Ça ne peut pas être des grands travaux inutiles, tandis que dans une logique de pure demande, à la rigueur, on peut faire n'importe quoi, on peut creuser un trou et puis le reboucher, on crée de l'activité, c'est ça qui compte. Mais dans un contexte d'économie ouverte comme le sont les nôtres, il faut que l'investissement soit véritablement un investissement. Et donc que ce soit des investissements qui favorisent ensuite une augmentation de la croissance potentielle. Or, la plupart des secteurs proposés dans un Green Deal ne sont pas des secteurs qui sont nécessairement porteurs d'une hausse de la croissance. Peut-être une diminution du coût futur de la gestion de la pollution, de la gestion des dégâts environnementaux, peut-être un peu quand même, et ça permettrait d'avoir une énergie moins chère, puisque l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, bien entendu. Donc le coût énergétique peut peut-être baisser. Donc si on regarde les conséquences de ce type de politique du point de vue de l'offre, de la possibilité de la croissance, d'une simulation de l'offre, c'est relativement faible. C'est relativement faible précisément parce que l'objectif n'est pas en tant que tel d'une dynamisation quantitative de la croissance, mais c'est plutôt une croissance de type qualitative. On va améliorer la qualité de l'air, on va améliorer l'autonomie des personnes, ce qui peut aider par exemple à faire face au coût du vieillissement. Mais fondamentalement, c'est plutôt une amélioration de la qualité de vie, ce qui peut être une bonne raison de les mettre en place et de défendre ce type de politique. Mais si ça fait qu'améliorer la qualité de vie et si ça n'améliore pas la croissance potentielle, on risque d'avoir un problème de financement. Comment est-ce que les investissements publics vont ensuite, qui ont creusé les déficits déjà parfois importants, comment va-t-on être sûr que la cohérence stylisée ici de la logique du plan de relance va être rencontrée. Donc on a un doute, en tout cas, une question quant à la possibilité que ce type de plan permette réellement de retrouver, en tout cas, une croissance forte. Et on a également un doute quant au caractère souhaitable que ce le soit. Et c'est justement là que la critique écologique du Green Deal apparaît, donc le débat interne entre ceux qui sont sensibles à la critique environnementale mais pensent qu'une forme de développement durable ou de réconciliation possible de la logique de croissance et de la logique écologique est possible, et ceux qui vont la contester fortement. On a l'impression que ce type de discours risque de se heurter à un problème de soutenabilité financière, parce que le Green Deal aura été sérieusement un Green Deal. Il aura réellement permis une transition écologique, mais que cette transition écologique aura conduit à une croissance faible ou peu importante, mais donc une croissance insuffisante pour justifier l'endettement initial. Ou, au contraire, le côté vert de la politique d'investissement ou de la transition écologique n'est qu'apparent, on va dire, et c'est une véritable politique de relance et de croissance économique, mais alors on risque d'avoir un problème de soutenabilité environnementale, on risque de donner raison à ceux qui considèrent que l'idée même de développement durable est contradictoire, soit ce n'est donc plus réellement une logique de développement au sens classique où on l'entend, lié dans le contexte capitaliste d'une croissance forte, soit il n'est pas vraiment durable parce que typiquement il y aurait eu une efficience énergétique peut-être plus importante, mais la croissance quantitative aura provoqué en fait des dégâts environnementaux tout aussi importants. Donc c'est la théorie classique de l'effet rebond où dans l'image par excellence, ça peut être la voiture qui consomme moins mais qui roule plus. Et donc au total, les dégâts environnementaux sont plus importants. Et donc là, je passe au deuxième volet, au deuxième type de discours qui, lui, est donc une critique écologique plus radicale, qui considère que prendre au sérieux l'impact environnemental de notre croissance implique de renoncer à l'idée même de croissance.
et qui justifie, enfin, ou qui essaye de défendre le fait que cette sortie de la société de croissance n'est pas un problème, n'est pas une mauvaise chose, c'est à la fois nécessaire sur le plan environnemental, mais c'est également un discours qui peut être positif, à partir de deux critiques essentiellement, et qu'on peut systématiser en leur renvoyant aux critiques classiques d'aliénation et d'exploitation. La mise en évidence d'abord qu'il faut sortir de la société de croissance parce que la société de croissance est une société aliénante, renvoie justement au cadre culturel qui est rendu nécessaire par nos sociétés de croissance, qui sont des sociétés où la croissance est une croissance essentiellement de la consommation de masse. Donc, que ce soit dans le Fordisme, que ce soit dans le néolibéralisme, il y a le privilège donné au consommateur sur le travailleur, parce que le consommateur on lui garantit l'accès à une consommation de masse. Et donc, mais le moteur même de cette consommation de masse est une construction des préférences des agents économiques qui est, pour les objecteurs de croissance, en fait, générateur de frustration. Pour garantir une consommation de masse, il faut en fait toujours relancer la chaîne du désir. Il faut toujours que l'on soit en désir de quelque chose qui est... Il faut créer le besoin de là où il n'existait pas. Et donc, on a des critiques massives de la publicité qui sont en fait des discours axiologiques. Le pire pour moi, enfin le plus symptomatique, ce sont les discours les publicités pour voitures. Prochaine fois que vous voyez un discours pour une voiture, je vous invite à la regarder avec cet angle de vue-là. Chaque voiture est vendue comme étant un modèle de vie. Vous avez la familiale, avec les enfants qui sortent, le chien, etc. C'est vraiment un discours axiologique, comment vous allez être heureux, et c'est évidemment grâce à la voiture. Puis vous allez avoir la voiture puissante de l'homme d'affaires qui a réussi, enfin, etc. Chaque voiture correspond à un mode de vie axiologique. Et donc c'est présenté comme étant en fait essentiellement générateur de frustration parce que nous n'aurons pas ce mode de vie. Il ne suffira pas d'acheter la voiture pour ne pas avoir de problème de couple. Enfin, voilà. Et donc, plutôt que d'accepter cette société de consommation de masse, il faudrait privilégier une sobriété heureuse, une simplicité volontaire. Vous allez avoir différentes formulations de cette même idée. Et donc, c'est une rupture de cet esprit du capitalisme, de ce cadre culturel qui est commun pour moi quasi au dernier siècle, même déjà émergent aux États-Unis avant la guerre et qui s'est généralisé après la guerre à travers le modèle fordiste, mais qui, je l'ai esquissé tout à l'heure, est poursuivi dans le cadre néolibéral. La deuxième critique me paraît plus problématique, puisqu'elle renvoie à l'idée d'exploitation classique. En tout cas, elle part sur l'idée que la croissance s'accompagne d'une hausse des inégalités. Alors c'est sans doute vrai, assez vrai, le livre de Piketty par exemple le montre bien, pour les 20-30 dernières années, mais ce n'est pas généralisable. Là, justement, le discours plus socialiste, plus classique, qui est marqué par la nostalgie des 30 glorieuses, là, est assez pertinent pour mettre en évidence que c'est au contraire dans une période la période de croissance la plus forte que nous ayons jamais connue dans l'histoire, qu'on a plutôt eu la période où les inégalités se sont le plus fortement réduites. Pas tellement parce que c'était une période de croissance forte, quoique il y a un lien évident, mais surtout parce que c'était une période où le rapport entre travail et capital était plus favorable au travail. Mais il y a quand même un lien, parce que s'il est plus favorable au travail, c'est parce que justement il y avait beaucoup d'activités. L'activité économique, et la création de travail, c'est ce qui permet à l'argent de circuler. Si vous êtes dans une situation de croissance faible, et donc de société sans croissance, comme le voudraient idéalement les objecteurs de croissance, en fait, vous risquez d'instaurer un rapport travail-capital qui soit extrêmement favorable au capital. Puisque vous allez consacrer ceux qui ont. Et l'argent ne circulant pas, alors, bon, la question est de savoir, l'argent circulant, il peut favoriser une reconcentration de plus en plus massive du capital. Mais en tout cas, ce qui avait caractérisé les 30 glorieuses, c'est justement que la multiplication des activités faisait qu'il pouvait y avoir que le capital circulait de la part de ceux qui le détenaient vers ceux qui ne le détenaient pas. Il y a d'autres facteurs qui expliquent que dans le contexte des 30 glorieuses, le rapport capital-travail était plus favorable, en partie notamment la guerre qui avait quand même nettoyé une partie du capital pour toute une série de personnes, une période d'inflation à certains moments, mais fondamentalement, ce qui est à questionner, c'est de savoir comment
penser une société sans croissance sans avoir une concentration du capital. Ce qui met en évidence que si on veut qu'une société sans croissance soit une société égalitaire, il faudra avoir une politique de distribution, non seulement peut-être du travail, mais en tout cas du capital. On ne peut pas se contenter on ne peut pas se faire l'économie d'une réflexion sur la manière dont le capital va être partagé. Ce qui met à mal une partie importante du discours d'une frange, en tout cas plus libertaire, des objecteurs de croissance, qui rêvent d'une société plutôt, un idéal libertaire de société non seulement affranchie de l'économie capitaliste, mais en général affranchie également des sociétés étatisées, et en général plutôt valorisant des organisations micro-communautaires. Si on ne veut pas que ce soit fortement inégalitaire, il faudra avoir une répartition politique et donc des institutions politiques assez fortes. Une société sans croissance ne peut pas faire, me semble-t-il, l'économie du politique sans être fortement inégalitaire. Ce qui pose le problème, et si on a besoin d'institutions politiques, c'est justement parce qu'on a besoin d'un modèle social qui va venir corriger le rapport capital-travail. Je n'ai pas trouvé d'endroit, en tout cas, de théorisation qui soit relativement uniforme du modèle social qui serait promu par les objecteurs de croissance, mais on peut essayer de reconstituer quand même autour de quelques idées qui sembleraient être un point de recoupement entre la plupart des objecteurs de croissance. Je pense à la redistribution du travail, mais donc auquel il faudrait en tout cas rajouter celle du capital, l'idée qu'il y a un revenu maximal autorisé, l'idée de revenu inconditionnel par exemple, d'une forme d'allocation universelle, est en général fort portée dans ces milieux-là. Sans doute aussi l'idée de service public, une assurance, on voit mal comment on pourrait faire l'économie d'assurance maladie. La question est de savoir comment financer ça dans une société sans croissance. Le risque étant qu'on ne soit pas capable de financer cela, mais alors qu'on se tourne finalement, qu'on se retrouve qu'une société sans croissance prenne la forme d'une société extrêmement libérale, où on soit en fait condamné à travailler énormément, alors qu'en général, on a un discours qui nous dit, en se détachant de la société de consommation, en ayant des besoins plus simples, on va pouvoir se libérer du travail salarié, du travail formalisé. Mais le travail informel, par contre, risque d'être extrêmement intense. Est-ce qu'on n'a pas, je le formule sous forme de question, mais est-ce qu'une société sans croissance ne risque pas d'être une société qui organise en quelque sorte la participation aux contraintes ou l'intensification du travail par la pénurie, par le fait que toute une série de biens, de services qui étaient assurés par le marché ou par les services publics disparaîtraient, et donc il faudrait au contraire les recréer par l'autosubsistance ou la communo-subsistance, si je renvoie à l'idéal communautaire. En fait, si on analyse la question en nuançant, en cassant la césure faite entre travail formel et travail informel, en disant que l'un et l'autre sont du travail, on a le sentiment qu'une société sans croissance serait une société très intensive en travail, formel et informel. En fait, ce que j'essaie de questionner là, c'est l'idée que le travail informel soit forcément moins aliénant. Dans des discours du type objecteur de croissance, on a souvent, par exemple, une valorisation du jardinage comme étant, par exemple, là, une activité profondément non aliénée, puisque on va le faire, c'est nous-mêmes qui avons la totalité du processus, de la maîtrise du processus de production. En plus, on va manger le propre fruit de notre travail, etc. Le problème, c'est que moi, je déteste jardiner. Je déteste jardiner, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présentes, mais que peut-être beaucoup de femmes se souviennent quand même que l'émancipation de la femme, c'était justement la sortie du travail informel. En tout cas, c'est fortement construit sur la sortie du travail informel et l'accès au travail formalisé. Donc, un des points, je ne sais pas s'il faut dire un des points à interroger ou un des points qui me paraît peu clair dans les discours de type objecteur de croissance, c'est cette idée que le travail informel serait désaliénant, serait un travail nécessairement plus libre. Donc mon inquiétude, c'est qu'on se retrouve face à je ne vois pas en tout cas comment ce type de discours parvient à répondre à la question du modèle social qu'il rendrait possible et de la véritable libéralisation ou désaliénation qu'il prétend réaliser. Et du coup, j'ai l'impression de me retrouver face à ma question initiale qui est cette question de l'État-providence. Est-ce que j'essaie de l'esquisser rapidement. Dans un contexte d'objection de croissance, je ne vois pas comment un modèle social reste
finançable, en tout cas pas le modèle de l'État-providence, mais même dans le contexte du Green Deal, est-ce que si ce Green Deal est sérieux, on l'a vu, je l'ai dit tout à l'heure, il ne conduit pas à la croissance forte, qui était la caractéristique des 30 Glorieuses. Donc pour reformuler la question, est-ce que le modèle de l'État-providence est soutenable sans la croissance forte ? Or, l'un par choix, l'autre par conséquence, des deux positions que nous avons vues, ne permet pas cette croissance forte. Du coup, ça amène à se réinterroger sur ce discours de la troisième voie, qui était également un discours qui entendait se positionner à gauche, mais qui prenait acte de la nécessité d'une transformation de l'État-providence en ce qu'on a pu appeler un État social actif, qu'on peut appeler les politiques de flexi-sécurité. Je suppose que ce sont des termes qui sont peut-être connus pour la plupart d'entre vous. En général, qui se présentaient comme fortement inspirés par les pays scandinaves. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, dans la version troisième voie, c'est un discours qui voit dans la transformation de l'État-providence quelque chose de positif parce que le modèle de l'État-providence est insatisfaisant tant pour des raisons budgétaires que pour des questions d'équité. Alors, d'un point de vue budgétaire, le modèle d'État-providence est donc insoutenable dans un contexte parce que le coût limite, notamment l'importance des charges sociales qui pèsent sur le travail, pèse fortement sur la compétitivité, mais également parce que le vieillissement progressif de la population fait exploser les dépenses en termes de soins de santé et de pensions en particulier. Mais il faut également renoncer à l'État-providence parce que c'est un modèle qui en fait est inéquitable envers des bénéficiaires qui sont trop souvent enfermés dans la dépendance parce que les deux se complètent, parce que justement, comme ça pèse sur la compétitivité, il y a une faible création d'emplois, une disqualification progressive et une montée du chômage structurel que l'on observe très clairement dans des pays comme la France ou la Belgique par exemple. Ce qui implique une forme de dualisation sociale entre les groupes contributeurs et les groupes prestataires, alors que le modèle même de l'État-providence était un modèle en principe assurantiel, et donc où chacun était susceptible d'être à la fois contributeur et bénéficiaire en fonction des étapes de sa vie. Le modèle s'est progressivement tordu pour être perçu de plus en plus comme un modèle de solidarité unilatérale. Je pourrais y revenir pour expliquer le mécanisme dans les questions si vous le voulez. Et donc il faut au contraire avoir une transformation de l'État-providence en privilégiant non plus des politiques de substitution au marché et de fourniture d'un revenu de remplacement, mais au contraire des politiques qui vont favoriser la participation au marché et avoir une politique axée plutôt sur la prévention des risques. Donc on va essentiellement la caractéristique par excellence et en termes de politique de l'emploi, l'idée qu'il ne faut plus mettre des freins au licenciement des travailleurs, mais au contraire permettre qu'ils soient licenciés, mais leur fournir des formations qui vont permettre qu'ils retrouvent un emploi dans des secteurs nouveaux. Donc, typiquement, c'est cette dimension de flexi-sécurité. On essaie d'avoir une flexibilité du marché de l'emploi pour accompagner les besoins du marché, mais on assure une forme de sécurité de la personne dans la mesure où elle sait qu'elle va pouvoir retrouver un emploi grâce aux politiques de formation. C'est du moins la théorie. La théorie qui est inspirée d'un modèle scandinave, mais qui est régulièrement accusé d'être en fait un cheval de Troie du néolibéralisme, notamment donc par les parti à gauche de la gauche traditionnelle, et qui considère qu'a posteriori, depuis la troisième voie maintenant 15 ans, que ce type de politique, là où elle a pu être menée, a essentiellement conduit à l'affaiblissement de la protection sociale, à la précarisation des travailleurs et à la baisse des recettes fiscales. En fait, et là, la thèse que je voudrais mettre en avant, c'est que justement, cet échec, on peut considérer de la troisième voie, s'explique justement par un déficit de cohérence entre leur acceptation de la financiarisation, donc la dynamique financière dans les 5 dynamiques que j'ai esquissées tout à l'heure, et la politique d'investissement sociaux que nécessite cette troisième voie et qui sont des politiques d'investissement à long terme. Typiquement, c'est donc par exemple un modèle qui exige un très haut niveau de qualification des travailleurs, donc des politiques d'investissement massif dans l'éducation. L'éducation, ça prend du temps. L'éducation, ça prend 20, 30 ans pour qu'une génération nouvelle entre sur le marché du travail. Or, l'acceptation de la financiarisation signifiait l'acceptation de contraintes de rendement à court terme.
en particulier pour les États, à travers même l'acceptation de traités budgétaires qui limitent les possibilités d'investissement social. Et donc on a une tension, une incohérence, me semble-t-il, dans le programme de la troisième voie. Mais d'un autre côté, le constat de la troisième voie, le constat d'une forme de caducité de l'État-providence, en tout cas de la caducité des conditions qui ont rendu possible son émergence, sont probablement correctes. L'État-providence, il a été rendu possible donc par notre croissance forte qui a été nourrie par des forts gains de productivité, mais qui était également caractéristique d'économies relativement peu ouvertes. Alors on peut toujours dire qu'on peut revenir là-dessus, notamment sur les économies peu ouvertes. C'est un discours qu'on entend, notamment à gauche de la gauche. Il faut réencastrer les économies dans un territoire plus national. Mais ça a été rendu possible aussi par un contexte de colonisation, par exemple, qui permettait d'avoir accès à des matières premières à bas prix, et de même pour l'énergie. Si le choc pétrolier a quand même joué sur la fin de des 30 Glorieuses, ce choc pétrolier il ne vient pas de nulle part, il vient d'une forme d'autonomie quand même politique des pays producteurs de pétrole qui s'est incarné dans cette cartélisation. Et autre élément, les 30 Glorieuses ont été nourries par une démographie avec une population jeune qui est à l'opposé du contexte de vieillissement de la population. Donc le contexte de l'État-providence qui a rendu possible l'État-providence n'est plus le même, à la fois pour des éléments factuels comme la démographie, mais aussi des éléments où je connais peu de personnes qui seraient prêtes à redéfendre une politique de colonisation pour assurer l'accès à des matières premières à bas prix, bien entendu. Ce qui m'amène, et c'est mon dernier slide, à me demander si en fait on ne se retrouve pas face à, en tout cas, 4 éléments qui sont souvent présentés comme souhaitables et qui, pris isolément, peuvent susciter l'adhésion, mais qui en fait apparaissent comme étant inconciliables. L'idée qu'il faut une politique forte d'investissement public dans la transition écologique, l'idée, mais quand même, ça implique de sortir de l'objectif de croissance forte et de consommation de masse pour des motifs environnementaux, qu'il faudrait quand même réduire le temps de travail. Ce serait quand même beaucoup mieux de dégager, d'avoir plus de temps pour le loisir. Donc c'était un des traits communs aux objecteurs de croissance, mais qu'on retrouve également dans le discours ici des économistes atterrés. C'est classiquement l'idée qu'il y a une raréfication du travail et que la redistribution du travail, c'est pas seulement la redistribution des revenus, c'est aussi la redistribution des postes. Et également une défense de l'État-providence. Alors ce que j'ai essayé d'esquisser, mais c'est sur un mode interrogatif, c'est les incohérences qu'il y a entre ces quatre éléments. La position qui me semble pouvoir être esquissée pour essayer de recréer une cohérence qu'il faudrait creuser, c'est l'idée qu'à la fois on peut combiner le rejet du productivisme, l'idée qu'il y a une croissance qualitative et rendue possible, enfin qu'il faudrait aller chercher à travers une transition écologique, mais qui doit s'accompagner. Et c'est ça qu'on entendait dans un des autres discours, qui doit s'accompagner de réformes sociales vécues quand même comme étant un élément essentiel. Alors, sous forme de slogan, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est malheureusement peut-être moins enthousiasmant, quoi qu'on sait ce que ça a signifié, c'est travailler en France, travailler plus pour consommer moins et produire mieux. Alors peut-être travailler plus, c'est travailler de manière plus intéressante, c'est travailler dans d'autres secteurs. S'il y a un secteur justement, je reviens par exemple, les 3 secteurs qui ont été esquissés tout à l'heure, notamment les secteurs de services aux personnes, pour faire face au vieillissement de la population, devrait être un secteur dans lequel il y a un investissement massif. Mais l'idée va être qu'on ne peut pas avoir un discours à la fois de transformation de notre économie et un discours de dire « mais vous devrez travailler moins ». Au contraire, pour faire face au type de besoins, pour faire face à la baisse de productivité que signifiera par exemple des comportements moins énergivores, il va falloir au contraire finalement travailler plus ou participer plus, pour le dire de manière avec un terme plus englobant que l'idée de seul travail qui peut être compris comme étant trop lié à un travail de type industriel ou de type marchand. L'idée, on devrait aussi compléter cela par redéfinir ce qu'est alors la politique, la prospérité, et essayer de redégager l'idée qu'une collectivité a à s'entendre sur la conception de la prospérité, sur ce qui est en fait une activité socialement utile, par exemple. Quand je parle du 3e secteur, du tiers secteur, du secteur communautaire, ce sont justement quelles sont les activités qu'on va considérer comme contribuant à la prospérité indépendamment de leur valorisation économique. Et c'est typiquement les secteurs qu'il est légitime donc de subventionner de manière importante. Et plus globalement, définir la prospérité, c'est définir le coût social, le coût humain qui doit être internalisé.
dans les prix marchands. En fait, la fiscalité était à cet égard peut-être l'instrument essentiel sur lequel on peut jouer pour essayer de penser un changement de modèle de développement, dans la mesure où, alors je ne sais pas à quel pourcentage du PIB vous en êtes pour les dépenses publiques, en Belgique 55, ben on est plus ou moins au même niveau, mais ça signifie que 50% des prix, macroéconomiquement, que 50% des prix sont déterminés par la fiscalité, et, au sens large. Pour une économie de marché, c'est quand même, où le prix est supposé être simplement combiné par l'offre et la demande, c'est quand même quelque chose de massif. Non, plus de la moitié des prix sont en fait déterminés par la fiscalité. En modifiant la fiscalité, on a éventuellement un enjeu de redistribution, mais on a également un enjeu important de définition des prix relatifs, du signal prix donné aux consommateurs. Et donc, typiquement, en diminuant la fiscalité sur le travail, en l'augmentant par exemple sur la consommation, sur notamment les écotaxes par exemple, mais également sur le capital, on peut avoir une diminution massive du coût des services aux personnes. On peut avoir une augmentation par contre de la mobilité, donc notamment du fait de faire venir des produits de l'étranger. Donc à travers la transformation des prix relatifs, on a la capacité pour une société d'internaliser sa conception de la prospérité, sa conception de ce qu'elle veut valoriser, de ce qu'elle veut subventionner parce qu'elle trouve que c'est socialement utile, ou de ce qu'elle veut pénaliser parce qu'elle trouve que c'est socialement néfaste. Voilà. Je terminerai rapidement donc en conclusion que sur ma question initiale, peut-on renoncer au productivisme et donc sortir de la consommation de masse, accepter la transition écologique sans renoncer à l'État-providence? Je pense que non. Je pense que non. Sans renoncer, oui, donc je pense que non. Sans renoncer, on ne peut pas. Donc il faut renoncer à l'État-providence, il faut accepter de le remettre en question. Je pense que c'est une condition de réussite à la fois de la cohérence du modèle de développement, du modèle économique qui est dégagé, mais ça peut être également une condition de la faisabilité politique. Dans l'idée que ça permettrait de sortir d'un contexte politique où chacun essaie de faire payer le coût de la crise à l'autre. J'ai l'impression qu'on se retrouve confronté à une droite qui se dit « je ne veux rien changer, mais il y a le coût de l'ajustement des finances publiques qui va le faire, je vais le faire payer aux classes sociales les plus défavorisées à travers une réduction des dépenses publiques », très schématiquement, tandis qu'à gauche, c'est « je ne veux rien changer, notamment à mes acquis sociaux, et je veux faire payer le coût de la crise aux classes générateurs de richesse, pour le dire positivement, en augmentant la fiscalité. » Si on veut penser réellement, me semble-t-il, une sortie de la crise qui ne soit pas simplement un ajustement, mais une reproduction du même après une tentative d'ajustement en faisant payer le coût de la crise à l'autre, il faut avoir un équilibre politique qui passe par des réformes étiquetées de droite et des réformes étiquetées de gauche, en tout cas des réformes du système social remettant en question les acquis sociaux hérités de l'État-providence et des réformes plutôt étiquetées de gauche remettant en question les privilèges du capital et du système économique qui est le nôtre. Voilà, dit très schématiquement. Je vous remercie.